qu'on a fait jusqu'à présent nous a permis de décrire la distribution des trois estimateurs sans biais Y bar, taux chapeau et P chapeau. Il va y avoir un chapeau ici, je l'oublie. Si la taille de la population est assez élevée, si la taille de l'échantillon est assez élevée, et si le taux d'échantillonnage est assez faible, c'est-à-dire si la différence entre la taille de la population puis la taille de l'échantillon est assez élevée, dans ce cas-là, dans une population où on prend des réponses IID, faites attention quand on a passé beaucoup de temps à parler du fait que les échantillons ou l'échantillonnage n'étaient pas IID, mais les réponses dans la population elles-mêmes le sont là. Fait que des réponses IID, on a une espérance, une moyenne mu pour ces réponses-là, on a une variance sigma carré pour ces réponses-là. Alors là, ce qu'on a vu, c'est que, par exemple, Y bar, apparemment pour T chapeau puis P chapeau, avec les formules spécifiques à T chapeau puis P chapeau, Y bar va suivre une loi normale approximative. Et puis les paramètres de cette loi-là vont être son espérance C mu, fait que c'est un estimateur qui est non biaisé, puis la variance, la moyenne empirique, la variance des moyennes d'échantillons a une forme particulière. Sigma carré sur n, c'est la partie qui ressemble au théorème de la limite centrée, puis n majuscule moins n sur n majuscule moins 1, c'est la partie qui provient du fait qu'on prélève des observations d'une population finie. Et puis quand on prélève un échantillon, ben, les observations qui sont choisies dans l'échantillon, elles sont pas indépendantes. Une fois qu'on a choisi une, ça limite les choix pour les observations suivantes dans l'échantillon. Plus la variance de la population est élevée, plus les valeurs Y bar, plus les moyennes d'échantillons qu'on obtient, quand on prélève des échantillons différents, plus elles peuvent varier. Puis l'envers de la médaille, plus sigma au carré est faible, moins elle varie. Plus la taille de l'échantillon est élevée, moins elle varie aussi. Le plus d'éléments qu'on place dans notre échantillon, le plus représentatif, en assumant que tout est fait de façon aléatoire, le plus représentatif l'échantillon et le plus près de la population, l'échantillon finit par se trouver. Et donc, on devrait s'attendre à ce que les Y bar ne varient pas tant que ça. Évidemment, ça dépend de la présence ou de l'absence de valeurs aberrantes dans la population, puis des tailles de l'échantillon, puis des tailles de la population. La performance d'un échantillon aléatoire simple sera pas toujours parfaite ou de bonne qualité. L'approximation normale est souvent acceptable. On a fait des exemples, on en a fait plein. Là, quand on étudiait, par exemple, l'espérance de vie moyenne par pays, au chapitre précédent, on avait une belle courbe qui ressemblait à une loi normale, mais c'est pas toujours une bonne approximation. Par exemple, quand on calculait la population moyenne, pas l'espérance de vie, mais la population moyenne, ben, on pensait avoir construit un intervalle de confiance à 95%, mais en pratique, c'était plus un intervalle de confiance à 80%. Puis ça, c'est parce que notre approximation normale était pas super bonne étant donné la taille des échantillons qu'on prenait. C'était une taille de 120 sur une population de 183, puis la structure de la population faisait en sorte qu'il fallait prendre une taille plus élevée. N égale 20, c'était pas un bon choix. Prendre un petit exemple là, artificiel, un peu ridicule. Supposons qu'on a une population de 16 éléments, et il y a seulement 4 valeurs que les 16 éléments peuvent prendre, soit 2, soit 0, soit 1, soit 5. Puis il y a 4 éléments parmi la population pour chacune des valeurs. On peut calculer la moyenne puis la variance. On fait juste se servir des formules. C'est une variance pondérée puis une moyenne pondérée, mais c'est la même formule. Alors la moyenne c'est 2, la variance c'est 7 sur 2. Maintenant, on essaie de prélever. On essaie de donner un estimateur pour la moyenne en prélevant
un échantillon de taille 4, de façon, dans le contexte aléatoire simple. Parce qu'on a vu précédemment, on connaît tout de suite l'espérance de notre moyenne d'échantillonnage. Ça va être 2, puisque c'est une approche non biaisée. Puis on peut calculer la variance d'échantillonnage. Vous excuserez l'allure un peu épaisse là, de cette expression-là. C'est vraiment 7 sur 2. C'est le truc qui est ici, mais j'ai pris l'écart type, c'est la racine de 7 sur 2. Puis dans la formule de la variance, c'est l'écart type au carré. Mais j'aurais pu écrire juste 7 demi, on aurait obtenu le même résultat. Et puis là, je remplace les paramètres parce que les valeurs qu'elles prennent. Fait que ça, c'est mon sigma au carré ici. J'ai mon n minuscule, j'ai mon n majuscule, j'ai mon n minuscule. Puis ces valeurs-là, ça me donne 7 sur 10. Fait que j'ai une variance d'échantillonnage de 7 sur 10. C'est pas mauvais. C'est ce que j'aurais comme contrôle de l'erreur si je faisais un EAS de taille 4. Mais on aurait pu restreindre la structure de l'échantillonnage. Peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est commencer par séparer la population en 4 segments, ce qu'on va appeler des strates. Des strates de population, parce que il y a des similarités dans les observations. On pourrait mettre toutes les observations qui prennent la valeur de 2 dans une strate, toutes celles qui prennent la valeur 0 dans une autre strate, la valeur 1 dans une strate, la valeur 5 dans une strate. Et là, quand je prélève un échantillon aléatoire de taille 4 sans remise, ce que je pourrais faire, à place de juste prendre 4 échantillons ou 4 unités au hasard, je pourrais dire, j'en prends une par strate. Je vais finir avec 4 observations dans mon échantillon, mais je vais m'assurer d'avoir touché à toutes les parties de la population. Quand je prends un échantillon de taille 4 avec un EAS sans remise, sans restriction, je pourrais finir avec l'échantillon 0,0,0,0. C'est une possibilité. Quand j'en choisis 4 au hasard, ça pourrait être ces 4-là. C'est pas super probable, mais c'est quand même possible. Si je m'arrange pour en choisir une par strate, puis j'ai arrangé les strates de sorte à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de variations dans les strates, je me retrouverai jamais avec un 0,0,0,0. Je vais me retrouver avec quelque chose qui est peut-être plus représentatif de la population. Je choisis une unité par strate. Dans ce cas-là, tous les échantillons que je peux prendre vont toujours avoir la forme 2, 0, 1, 5. J'ai 4 choix dans la première strate, mais tous mes choix prennent la valeur 2. J'ai 4 choix dans la deuxième strate, tous les choix prennent la valeur 0, et ainsi de suite. Fait que tous mes échantillons de taille 4, c'est pas un EAS, là, je vous rappelle, c'est un autre genre d'échantillonnage, mais tous ces échantillons-là vont finir par être 2, 0, 1, 5. Ça se peut que ce soit 5, 0, 1, 2, l'ordre pourrait changer, mais c'est le même échantillon. Fait que la moyenne empirique est toujours 2. La variance d'échantillonnage, dans ce cas-là, c'est 0. Ça change jamais, c'est toujours 2, ma moyenne empirique, ma moyenne d'échantillon. C'est une situation artificielle, puis c'est très rare qu'on puisse stratifier notre population avec des valeurs qui sont exactement identiques, mais on peut la stratifier en groupe d'observation où les valeurs ils varient pas beaucoup entre elles. Si on a des façons, par exemple, de regrouper les unités de population, ce qu'on appelle des strates naturelles. Les strates naturelles sont des sous-populations, des sous-groupes de la population où est-ce que la réponse est homogène à chaque strate, mais hétérogène d'une strate à l'autre. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'une strate, la valeur réponse change pas tant que ça, mais cette valeur-là, autour duquel elle change pas tant que ça, elle est vraiment différente de la valeur auquel la variable réponse change pas tant que ça dans une autre strate. C'est une approche qui peut finir par produire un estimateur dont la variance d'échantillonnage est plus faible que celle qui serait produite par l'estimateur EAS. Puis un des avantages de cette approche-là, c'est que l'échantillon préserve les structures de la population si
il existe des strates naturelles, des groupes naturels. Il n'en existe pas toujours des groupes naturels. On ne va pas toujours faire ça. Mais lorsqu'il en existe, c'est quelque chose qu'on peut faire pour fournir plus des estimations pour les sous-groupes de la population. Puis l'échantillon qu'on a tendance à être plus représentatif. Fait que, par exemple, quand on parle de taille d'une personne, c'est pas une mauvaise idée de séparer ça. Les hommes et les femmes biologiques ont tendance à avoir des tailles différentes. Les hommes sont un petit peu plus grands que les femmes. La variance est à peu près la même dans les deux populations, mais ça nous permettrait, par exemple, de choisir un échantillon où il y a autant d'hommes que de femmes. On aurait une meilleure notion de la taille moyenne. Puis on pourrait aussi, en faisant ça, on pourrait prendre la partie de l'échantillon qui est seulement qui fait partie de la strate des femmes, puis là, on pourrait faire un estimateur ou une estimation pour les femmes, séparément de celle des hommes. Puis on aurait une bonne idée de cet estimateur-là. Fait que ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on divise la population en strates et là, on fait un EAS dans chacune des strates. Puis on trouve une façon de combiner les résultats. À l'échelle canadienne, on fait souvent de la stratification en servant des provinces ou des régions. Ce qu'on appelle des groupes naturels. C'est pas toujours évident à l'échelle canadienne que les provinces sont des bonnes strates. Hein? Il faut que la réponse soit homogène d'une strate à l'autre, puis hétérogène. Homogène dans une strate ou dans chaque strate, puis hétérogène d'une strate à l'autre. Ben, si on parle de trucs comme le salaire ou la proportion des gens qui parlent le français, oui, c'est pas une mauvaise idée de le faire par province. Mais si on s'intéresse à d'autres variables, la taille, par exemple, c'est pas clair que les provinces, c'est une façon naturelle de séparer les résidents canadiens. Même chose avec les hommes et les femmes. Si on s'intéresse à la taille puis au poids, en général, oui, c'est pas une mauvaise idée. Ça peut faire, on peut en gagner beaucoup à faire cette séparation-là en strates, mais si on s'intéresse à l'intelligence, non, ça n'a aucun rapport. Le sexe n'est pas lié à l'intelligence. Ça serait une perte de temps d'aller faire cette stratification-là. Fait qu'il faut quand même prendre le temps de bien connaître, comprendre notre population. Puis évidemment, on a toujours besoin d'une base de sondage qui va nous permettre de faire la stratification. Si on stratifie selon la réponse qui nous intéresse, on a besoin d'une idée de la réponse pour qu'on puisse identifier les personnes ou les unités puis les mettre dans chaque strate. Si on stratifie par rapport à une autre variable, on a besoin d'avoir accès à cette variable-là dans la base de sondage.